Alors, on va Fabrice, commencer. commence par... Je vais me présenter donc aux participants. Je suis Fabrice Marty, je suis gestionnaire de la formation de Master Histoire. Et donc, on va dérouler la formation selon donc, les 4 parcours, puisque la mention Histoire est une formation de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement. Elle est divisée en 4 parcours. Le parcours Société, Culture et Religion, qui sera représenté par Pierre-Yves Kirchléger. Le parcours Histoire, Sciences sociales et Environnement, qui sera représenté par Pierre-Yves Lacour. Le parcours Histoire militaire, études de défense, qui sera représenté par M. Murassiol et M. Pierre Journoux. Et ils diront aussi quelques mots sur le parcours Défense-Sécurité, qui est un parcours uniquement de Master 2. Voilà comment va se dérouler la présentation. Et donc, on va commencer par le parcours Société, Culture et Religion. Je vais laisser la parole à M. Kirchléger. Merci. Alors, le parcours Société, Culture, Religion est un parcours qui a été entièrement refondu. Je vais vous présenter les grandes lignes de ce qui va être ce nouveau parcours à la rentrée prochaine. Les grandes lignes uniquement parce que, évidemment, tous les détails ne sont pas encore tout à fait clairs. C'est en particulier quels sont les intervenants derrière chaque cours. Mais ça, peu importe. Vous connaissez sûrement déjà la plupart des enseignants. Alors, ce parcours, donc Société, Culture, Religion, il a pour but donc d'étudier à la fois l'époque moderne et l'époque contemporaine. Donc, on va partir du XVIe au XXIe siècle sur ces 3 grandes thématiques. Donc société, histoire sociale, histoire culturelle, histoire religieuse, à travers, en particulier, bien sûr, l'étude des mutations dans ces différents domaines. Voilà, un parcours donc, qui se déroule sur 2 années, un Master 1, un Master 2. Dans les 2 cas, évidemment, un mémoire de recherche à faire, avec une soutenance prévue à la fin de l'année, en M1 et en M2. Est-ce qu'on a, après la diapo, on a la présentation voilà, à peu près générale de la maquette. Je ne sais pas si tout le monde on arrive à lire. Donc, comment ça se présente? On a renforcé en fait la maquette pour pouvoir détailler un certain nombre à la fois de cours et en même temps aussi des chantiers. Puisque l'objectif, ce n'est pas de faire une licence renouvelée, hein, ce n'est pas de vous assommer de cours à nouveau en master, ce n'est pas du tout ça. L'objectif ici, c'est vraiment de vous donner des outils. Alors pour ça que les cours sont plutôt des cours pour vous permettre de réfléchir à un certain nombre de notions et de méthodes, et puis après, ce que l'on a appelé des chantiers, pour pouvoir mettre en pratique en fait tout cela. Donc le premier cours, hein, pour faire vite, on va plutôt l'axer sur l'histoire des mentalités, l'histoire des religieuses. Donc on a appelé ça conscience, croyance et mentalité, avec un cours en histoire moderne et un cours en histoire contemporaine. Deuxième module, deuxième UE, ce sont plutôt les mutations sociales, mutations culturelles, sociétales. Là aussi, un cours d'histoire moderne, un cours d'histoire contemporaine. Et puis ensuite, des chantiers, on a prévu 5 chantiers, qui sont donc le premier sur la laïcité, plutôt orienté donc, sur la laïcité et l'enseignement du fait religieux, donc il peut être utile bien sûr si après vous voulez faire les concours de l'enseignement, par exemple, mais ce n'est pas uniquement réservé à ceux qui se destinent à l'enseignement, pas du tout. Le deuxième chantier, là, plutôt de l'histoire moderne sur la paléographie et lecture de l'image. Un troisième chantier sur les archives, orienté là, vers l'histoire contemporaine. Donc, bien sûr, les usages et les méthodes utilisables pour les différents types d'archives. Et puis après, 2 chantiers, un pour plutôt sur l'appréhension de l'histoire en fonction de différentes échelles. On développe, on va prendre comme ça des exemples précis d'études aussi bien de micro-histoire que d'histoire globale. Et le 5e chantier, histoire et numérique.
On a prévu des sorties pédagogiques, une pour le premier semestre, une pour le second semestre. Alors c'est à la fois, bien sûr, pour mettre en application ce qu'on a pu voir, mais puis aussi pour donner un peu de cohésion au groupe. On a vu avec cette année et l'année précédente d'ailleurs, quand on fait tout en distanciel, hein, ça manque un peu, et donc pour créer aussi du lien, parce que comme finalement en master on se voit assez peu hein, entre étudiants, et même entre étudiants et enseignants. Voilà, donc c'était pour donner un peu plus de créer du lien, faire un peu une sorte un peu d'esprit de promotion. Puis bien sûr, vous avez langue vivante obligatoire. Et puis alors le M2, très peu de cours pour pouvoir se consacrer essentiellement donc au travail de recherche et d'écriture, avec simplement un atelier pour vous aider pour toutes les questions pratiques, écriture de l'histoire, un séminaire collectif alors là qui correspond plus sur l'actualité de la recherche, plutôt orienté, et puis à la fois donc la sortie pédagogique, et puis le dernier UE, c'est pour le mémoire de recherche et la soutenance. Voilà. On a bien sûr un tronc commun, mais ça on en reparlera plus tard, puisqu'il est commun à tous les parcours, un cours d'historiographie et un cours de méthodologie. Voilà, donc ça fait un programme hein, qu'on a voulu repenser, qui je pense est assez riche, qui couvre, qu'on a voulu connecter aussi aux actualités de la recherche, puisque l'histoire est une recherche qui évolue, qui se renouvelle beaucoup, donc pour essayer et puis pour s'ouvrir voilà, au maximum à vos attentes. Après, en Master 2, Alors, quelques mots sur les conditions d'accès à la formation. La formation est ouverte aux étudiants donc titulaires des études de premier cycle, donc c'est-à-dire de licence 3. L'admission se fait sur capacité d'accueil pour cette formation, donc pour le parcours Société, Culture et Religion. La capacité d'accueil est fixée à 25 étudiants et elle se fait donc sur une candidature. La candidature s'effectue via la plateforme e-candidat Montpellier 3. Et la plateforme ouvrira le 12 avril. Le début des candidatures est prévu le 21 avril et la fin des candidatures le 19 mai, avec un téléversement des pièces possible jusqu'au 21 mai, puisque le dossier est entièrement dématérialisé. La publication des résultats aura lieu, elle, le 21 juin de cette année. Le dossier, donc c'est un CV, une lettre de motivation, c'est ça ? CV, lettre de motivation et un fond de dossier avec des renseignements complémentaires. Très bien. Vous avez rappelé ici donc, le lien pour accéder à l'application. Le PowerPoint sera disponible sur le site internet de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement. Je vous indique toutefois que l'application e-candidat Montpellier 3, l'application de candidature, est à fond bleu. Faites attention, si vous vous retrouvez sur une application à fond rouge, c'est l'application de candidature de l'autre université de Montpellier, l'université de Montpellier, donc elle est à fond rouge. La nôtre est à fond bleu, e-candidat Montpellier 3. Il faut bien qu'il y ait le chiffre 3 sur l'application. Et donc, on peut dire quelques mots sur le Master 2, Société, Culture et Religion. Donc le Master 2, il va avoir une maquette, oui, donc pour ceux qui souhaitent poursuivre, après le Master 1. On va à nouveau vous demander de rédiger un mémoire de recherche, et avec une maquette un peu plus légère, puisque justement l'essentiel de la formation a été faite de manière plus importante, plus approfondie en M1. Est-ce qu'on a la maquette là voilà. Donc une maquette un peu plus légère pour vous permettre d'avoir plus de temps pour aller en bibliothèque, en archive, pour travailler sur votre mémoire de recherche, parce que l'année de Master 1 passe finalement très vite. C'est une année assez chargée, mais parce que vous avez besoin de vous former aux outils de la recherche. Et donc on va avoir ici des thématiques un peu différentes pour un séminaire de recherche, d'abord là qui est la présentation aussi de thèmes d'actualité de la recherche. Ensuite en UE2, un cours plus orienté vers les querelles, les débats, éventuellement les guerres
les guerres de religion, vous voyez, les phénomènes de radicalité, aussi bien politiques que religieux. Et puis après, 2 chantiers. Un chantier consacré aux usages de la mémoire et un chantier qui est une étude de cas sur un espace plus précis, l'espace méditerranéen. Alors, bien sûr, l'UE de langue. Et puis, au semestre 4, donc simplement essentiellement consacré aux mémoires de recherche, et avec un atelier orienté sur la suite, les outils de l'insertion professionnelle, puisque le Master 2 n'est pas un but en soi, mais doit vous aider après à vous insérer professionnellement. Voilà. Et le doctorat n'étant pas, loin de là, la seule possibilité. Est-ce qu'on a une autre diapo ensuite? Ah oui, les conditions d'accès, ça c'est important. Conditions d'accès donc qui sont celles donc pour les étudiants de cette formation en Master 2, donc ça sera un accès via une candidature sur la plateforme eCandida. Vous avez une campagne unique qui ouvrira le 12 mai sur la plateforme et dont les dossiers seront disponibles jusqu'au 10 juin. Un téléversement des pièces possible jusqu'au vendredi 11 juin. La publication des résultats interviendra le jeudi 1er juillet 2021. La capacité d'accueil en Master 2 est la même que celle du Master 1, à savoir 25 étudiants maximum. Le lien à nouveau pour accéder à la plateforme. Vous avez ici sur la slide rappelé les compétences visées par la formation et les poursuites d'études. Donc, c'est ce dont parlait M. Kirchléger. Peut-être un mot? Alors, poursuite d'études, oui, parce que vous pouvez évidemment avoir, en fonction de ce qui vous intéresse, alors soit la possibilité, bien sûr, de poursuivre vers une thèse, sinon les concours de l'enseignement. Souvent, on vous conseille d'ailleurs de faire d'abord un master recherche avant de vous lancer dans les concours de l'enseignement. L'idée, c'est que ça vous donne en plus de maturité dans votre réflexion, dans votre vie. Les concours de la fonction publique. La fonction publique est un réservoir très important de débouchés, en particulier la fonction territoriale, il ne faut pas l'oublier, et surtout dans les métiers de la culture, de la valorisation du patrimoine, des archives, des bibliothèques, ou les métiers de la communication également, où les compétences qu'on développe dans le master histoire sont particulièrement utiles et appréciées. Voilà, pour faire court. Je rappelle ici donc les contacts, le responsable de la formation de la mention Histoire, Parcours, Société, Culture et Religion et le professeur Christian Amalvi qui s'excuse de ne pas être présent. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent et vous pouvez également avoir des renseignements en me contactant. Vous avez mes coordonnées également sur la slide qui apparaît. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde le chat en même temps. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Kirchléger, qui est là pour représenter le parcours Société, Culture et Religion? Je ne vois pas de questions. S'il y a des questions, on peut aussi y répondre un peu plus tard, puisque je reste oui, à la réunion. Réfléchir à vos questions. On va continuer donc sur le second parcours de la mention Histoire, le parcours Histoire, Sciences sociales et environnement. Et je vais laisser la parole à Pierre-Yves Lacour. Votre micro peut-être, Monsieur Lacour. Ouais, je crois que ça marchera mieux. Je vais prendre la suite de ce qu'a dit Pierre-Yves et je ferai également assez court. Alors, le parcours là est renommé HSSE. En fait, c'est l'ancien parcours Trace. Hein. D'ailleurs, on verra si dans la propagande qu'on distribuera, on n'essaiera pas de garder l'ancien intitulé Trace qui nous identifiait relativement bien. Alors, c'est essentiellement un parcours qui est orienté vers le dialogue entre l'histoire et les sciences sociales.
On a deux grandes thématiques qui sont au cœur même de ce parcours d'historien. Le premier, c'est la question sociale qui est absolument omniprésente dans tous les enseignements, au-delà des enseignements intitulés socio-histoire ou histoire sociale que vous pourrez voir. Et puis une deuxième question qui était déjà présente quelque peu lors de la précédente maquette, mais qui le sera davantage cette année, qui est la question environnementale, dans une perspective d'ailleurs particulièrement élargie, puisque pour mes enseignements, par exemple, on traitera également de la question de la santé et des politiques publiques de santé, sans aucun rapport, bien sûr, avec l'actualité que nous traversons. Alors, pour les formes d'enseignement, on a essentiellement dans le parcours 4 grandes formes d'enseignement. Donc là, Fabrice vous a projeté le contenu, les intitulés des écus. Je voudrais d'abord vous parler des formes d'enseignement qu'on va adopter. Alors, première forme d'enseignement, les séminaires. Ici, ça apparaît sous l'appellation savoirs fondamentaux. Ce sont généralement des séminaires qui sont dispensés en binôme d'enseignants, c'est-à-dire que vous avez continuellement 2 enseignants face à vous, qui travaillent avec vous sur les mêmes textes, puisque ces séminaires reposent très largement sur la lecture d'articles scientifiques disponibles dans les revues et que l'on vous distribuera en amont. Deuxième enseignement également, vous voyez, c'est les savoirs et pratiques professionnelles. On a un peu regroupé sous ce chapeau 2 formes d'enseignement. Alors d'une part, des séminaires dits des séminaires d'écriture, de master, où on vous aidera en particulier à la rédaction de votre propre travaux. On vous surveillera, on vous encadrera dans le moment même de cette rédaction. Et puis en dehors de ça, un format auquel on tient énormément, dans Trace, HSSE, c'est pareil, c'est le format de l'enquête collective, puisqu'on fait travailler les promos sur cohorte, c'est-à-dire sur 2 ans, sur une thématique unique. On vous fait fabriquer une base de données sous Access ou sous Excel, et puis on fait mouliner ça avec différents outils techniques plus ou moins avancés, logiciels R en particulier, des logiciels d'analyse réseau, des logiciels de cartographie, des choses assez pointues, assez techniques, qui permettent de faire une histoire sociale avec un versant quanti. Ça, c'est des choses que vous ferez en particulier avec Lionel Dumont et également avec moi. Et puis, quatrième type d'ensemble de formation, ce qu'on appelle des séminaires d'ouverture, où vous aurez le choix, et ça relèvera entièrement de votre responsabilité et de votre volonté. Vous aurez le choix de piocher ailleurs dans les maquettes, des séminaires d'enseignement et ou des séminaires de recherche, et vous devrez simplement nous rendre un résumé de séance ou de plusieurs séances comme forme d'évaluation, mais c'est une manière de vous forcer la main en quelque sorte à regarder en dehors de chez nous, dans d'autres formations strictement des sciences sociales. Ça, c'était la deuxième question. La deuxième question qui est importante aussi, c'est la composition de l'équipe. Alors, l'équipe est composée de médiévistes, de modernistes et de contemporanéistes. Pour l'histoire médiévale, Vincent Challet travaille avec nous. Pour l'histoire moderne, vous m'y trouvez moi, donc Pierre-Yves Lacour et également Marc Conessa. Et en contemporaine, Lionel Dumont et Frédéric Rousseau interviennent également. Cette année, comme les années passées, on fera également intervenir assez régulièrement des personnes extérieures à notre département d'histoire. Je pense en particulier à des politistes ou à des sociologues, Sylvain Berchy, François Buton, Éric Soriano, Arnaud Chandivert, devraient intervenir les uns ou les autres à un moment ou à un autre dans le cadre de cette formation de master. Dernier point aussi important, et ça je pense qu'on l'a obtenu cette année, on en est assez content, la formation en anglais sera désormais dispensée en interne. Alors, pas par les soins
des historiens qui vous ont été présentés précédemment, mais par les soins d'un angliciste lui-même très sensible aux questions des sciences sociales, hein, puisqu'il a été notamment, il y a eu un rôle important dans une revue qui a été très importante dans les sciences sociales dans les années 2000-2010, Tracé, et qui va nous rejoindre pour former les étudiants en anglais. Donc, vous n'aurez pas une formation en anglais qui sera un peu vaseuse, comme trop souvent, mais elle se portera spécifiquement sur des textes d'histoire et des sciences sociales qui vous seront distribués. Voilà, ça c'était les points principaux. Autre point juste sur les débouchés, alors c'est à peu près, je vous répéterai à peu près les mêmes choses hein, que ce que vous a dit Pierre-Yves Kirchléger juste avant, hein, puisqu'en fait ce sont à peu près les mêmes. L'enseignement, oui, et c'est très utile, il me semble, de vous rappeler que statistiquement, les meilleures réussites au CAPES viennent d'étudiants qui sont passés par les masters recherche, qui peut sembler une aberration logique, mais ce qui est une vérité statistique, ce qui veut dire quelque chose, hein, qui mérite d'être interprété, et je livrerai la même interprétation que celle de Pierre-Yves précédemment. Ces masters recherche, bien que nous éloignons du quotidien de l'enseignement, forment à une plus grande rigueur intellectuelle qui est utile dans la préparation des concours. Autre point, bien sûr, on peut aussi envisager des débouchés vers la recherche. Ils sont aujourd'hui très rares. On a quand même eu en trace ces dernières années 4, je crois, étudiants qui ont fait des thèses. Donc, c'était plutôt une bonne réussite de ce côté-là, d'excellents étudiants du master. C'est vrai que ça reste la portion congrue, mais en tout cas, c'est une nécessité de passer par un master, évidemment, pour continuer dans cette voie. Et puis enfin, en dehors des métiers de la culture, du livre, de l'édition, etc., je pense que les compétences techniques que vous pourrez acquérir, notamment autour de Access, Excel et certains logiciels, peuvent être une grande utilité dans beaucoup d'emplois, notamment de la fonction publique, mais pas seulement. Dernier point, et après je me tais. Sur la question des candidatures, Fabrice Marty nous a indiqué qu'il fallait un curriculum vitae, une lettre de motivation. Alors pour la lettre de motivation, je vous invite à ne pas nous écrire trop longuement ce que vous faisiez quand vous étiez petit, ça ne nous intéresse pas, mais que vous développiez davantage quelque chose comme un premier projet de recherche, un premier contact avec les archives, un premier contact avec la biblio, voir l'idée d'un prof référent, enfin que vous nous donniez en quelque sorte déjà quelque chose qui laisse entendre que vous êtes ajusté à l'exercice qu'on vous demandera. Par ailleurs, on ne vous demande pas de lettre de motivation, la question m'a été posée, on ne veut pas de lettre de motivation, pardon, de lettre de recommandation. On ne veut pas particulièrement de lettre de recommandation, ça ne sert à rien. Dans le cadre de cette formation, tout au moins, on jugera sur les 2 grandes pièces qui seront présentes dans le dossier, que seront le CV et la lettre de motivation. Lettres de recommandation, vous savez, sont un exercice devenu absolument atroce. Et on va essayer d'éviter de rentrer dans ce jeu-là dans le cadre de cette formation. Voilà, ça sera tout. Les conditions d'accès pour la formation sont les mêmes que pour le parcours SCR, Société, Culture et Religion. Vous avez le calendrier qui est identique, qui apparaît à l'écran. La capacité d'accueil pour la formation Histoire, Sciences sociales et Environnement est fixée entre 20 et 25 étudiants. Le lien pour l'application e-candidat qui est à nouveau le même. Quelques mots sur la formation de Master 2. Je pense que Monsieur Lacour l'a déjà esquissé, et vous avez la maquette. Est-ce que vous voulez faire un commentaire, Monsieur Lacour, sur la maquette de Master 2 ou ce n'est pas nécessaire? C'est à peu près un décalque de celle de Master 1, elle est un tout petit peu plus légère, mais à peine, et puis surtout, on a essayé de réunir ça en deux, vous aviez aidé pour ça d'ailleurs Fabrice, en deux grands ensembles, un ensemble sur les savoirs fondamentaux et un deuxième sur les savoirs dits professionnels, ce qui rend la maquette plus lisible, mais voilà.
Les conditions d'accès pour le Master 2 sont les mêmes également que l'autre parcours. Le lien pour l'application, les compétences visées, donc M. Lacour les a également précisées, et la poursuite d'études de la même manière, M. Lacour l'a évoqué. Le responsable de la formation du Master Histoire, Parcours, Histoire, Sciences sociales et Environnement est le professeur Frédéric Rousseau, qui est lui également absent, représenté par Pierre-Yves Lacour. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent et également mes coordonnées si vous voulez des renseignements sur les candidatures en particulier ou sur la formation. On passe maintenant au parcours Histoire militaire et études de défense. Je laisse la parole à M. Murassiol qui pourra faire intervenir M. Journoux et je crois Mme Moreau aussi, me semble. Je ne la vois pas à l'écran, mais il me semble qu'elle est connectée. Je vous laisse la parole. Oui, alors, bonjour à tous. J'étais en train de me faire la réflexion que vous êtes, quand je dis vous, c'est les étudiants, vous êtes chouchoutés. Hein. Moi, je me souviens alors, il y a très longtemps, quand je rentrais en master, il n'y avait rien. D'ailleurs, ça s'appelait maîtrise, il n'y avait aucune réunion d'information, on ne savait rien. Enfin, voilà, donc c'est très bien, c'est parfait. Juste un mot général peut-être, rappeler que ce master d'histoire, qui comporte donc 4 parcours, on vient de vous en présenter 2. Ce master d'histoire est en fait un master d'histoire moderne et contemporaine, hein, bien le préciser. Certains d'entre vous peut-être sont encore en train d'hésiter sur leur, sur leur destination de l'an prochain. Si vous voulez faire de l'histoire médiévale ou de l'histoire antique, il y a 2 autres masters spécifiques, mondes médiévaux et histoire antique et archéologie. Donc sachez-le, hein, là c'est ici, ça s'appelle histoire, mais en réalité, c'est histoire moderne et contemporaine. Oui, alors, le parcours histoire sciences, juste le parcours histoire sciences sociales et environnement est quand même ouvert hein, aux autres disciplines historiques et autres aussi. Hein, ne l'oublions pas. Tout à fait, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, absolument. Mais si vous voulez spécifiquement faire un master d'histoire médiévale ou d'histoire antique, il faut que vous alliez voir nos collègues. Hein. Je dis ça pour ceux qui hésitent encore et que les choses soient bien claires. Alors, sur le parcours, je vais être très bref et puis je laisserai la parole à mes collègues s'ils ont des choses à ajouter. Sur le parcours donc HMED, et puis on dira ensuite un mot du parcours DS. Bon, bah écoutez, l'essentiel a déjà été dit. Vous avez donc des enseignements au premier semestre et un mémoire à rédiger au second semestre. Hein. Ça, c'est tout. Ça, c'est très, très classique. On précisera les modalités de choix d'un directeur ou d'une directrice de mémoire, de choix de sujet lors des réunions de rentrée. Ce n'est pas encore le moment de parler de cela, mais retenez bien cela. Hein. Premier semestre, en gros, c'est une sorte de L4, si je peux dire. Vous avez essentiellement donc des formations. Et au deuxième semestre, ça c'est radicalement nouveau, donc préparation, rédaction et soutenance d'un mémoire. Notez bien que les mémoires se soutiennent en juin en M1, pour permettre l'inscription en M2 assez rapide durant l'été, alors qu'en M2, vous pouvez soutenir le mémoire jusqu'à la mi-septembre, ce qui nous permet donc d'exiger d'ailleurs des mémoires plus épais, enfin plus consistants, et de toute façon, vous êtes en M2, donc vous avez plus de maturité. Voilà. Sur la structure des enseignements, mais écoutez, vous avez la maquette sous les yeux. Peu de changements chez nous. Il y a eu des changements assez notables, mes collègues viennent de vous l'expliquer, dans les 2 parcours précédents. Peu de changements chez nous, si ce n'est un relatif accroissement de la charge d'enseignement. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu trop lourd, enfin, je ne sais pas. Par exemple, en M1, vous allez avoir presque 240 heures de cours contre 180 les années précédentes, cette année par exemple. En M2, un peu moins, c'est 220, mais contre 136, hein, c'est presque 100 heures en plus. Et en SD, alors là, c'est le pompon, il y a 325 heures de cours, d'enseignements divers et variés, hein, avec d'ailleurs d'autres choses que de l'histoire, comme des langues, 325 contre 260. Hein, ça fait des parcours relativement solides, mais on a voulu insister, donc, puisqu'on nous donnait plus d'heures, écoutez, on les prend, c'est toujours ça le prix, et en tout cas, ça nous permet de vous fournir une formation, du moins l'espérons-nous, un peu plus consistante qu'avant. Alors, sur la maquette du M1, je passe rapidement. La nouveauté, en fait, c'est l'introduction. Pour le reste, c'est quasiment inchangé, avec de l'histoire moderne et de l'histoire contemporaine, vous le voyez. Enfin, oui, voilà, elle est affichée, très bien. La nouveauté, c'est l'introduction de deux cours nouveaux qui présentent en fait des zones géographiques. Alors, je laisserai tout à l'heure à Monsieur Journoux et à Madame Moreau, puisque je ne peux pas encore vous dire le qui fait quoi,
pour tous les cours, mais pour cela, oui, c'est acté. Donc 2 cours nouveaux qui s'appuient sur des aires géographiques, géopolitique du monde arabo-musulman contemporain et guerre et paix en Asie-Pacifique, 20e et 21e siècle. On a voulu donner, vous voyez, une dimension un peu plus géographique, un peu plus géopolitique aux enseignements. Pour le reste, en première année, ce sont des enseignements essentiellement fondamentaux. Vous voyez, l'histoire militaire, débat, méthode, domaine, hommes et société en guerre, mutation de la guerre à l'époque moderne, mutation de la guerre à l'époque contemporaine. C'est donc une formation très classique et très, comment dire, très généraliste d'histoire militaire. D'histoire militaire. Et pour ceux qui hésitent, parce qu'il y a aussi le Master Iris, peut-être que d'ailleurs vous participiez tout à l'heure à la réunion relative au Master Iris, nous avons voulu vraiment très clairement distinguer les formations qui sont donc très différentes. Et ici, il s'agit vraiment d'une histoire militaire. Il y a peu de parcours en France ou peu de masters en France qui vous proposent, il y en a 3 ou 4, véritablement de l'histoire militaire comme cela. Je passe tout de suite à la seconde année. Il me semble que ça marche ensemble. Ensuite, je laisse la parole à mes collègues. Puis peut-être je la reprendrai sur les débouchés. Alors, en seconde année, un peu moins d'heures, 220 heures. Je parle du master de HMED, recherche. Donc, toujours pareil, des enseignements académiques au premier semestre, un mémoire à préparer au second semestre plus consistant, plus ambitieux, et possibilité de soutenir. En fait, vous avez une longue session de soutenance qui commence mi-mai et qui se termine fin septembre. Voilà. Et avec votre directeur ou votre directrice, vous vous entendez pour une date de soutenance. C'est très souple. Alors, au deuxième semestre, donc un peu moins d'heures de cours, 220 heures au premier semestre. En deuxième année, un peu moins d'heures de cours, 220, essentiellement au premier semestre. Pas tellement de nouveautés, si ce n'est... Alors là, vous le voyez, des enseignements plus précis. Bien voilà, on pose les bases en première année, on approfondit en deuxième année, et des cours, sauf erreur, que vous aurez du mal à trouver ailleurs en France, histoire des doctrines d'emploi des forces, histoire de l'armement, qui sont un peu techniques, un petit peu précis, mais c'est le but. En M2, on peut maintenant faire des choses beaucoup plus précises. La nouveauté, c'est la reformulation de l'EQ 2.1, qui d'ailleurs est partagée avec vos camarades du Master DS, Défense et Sécurité, la défense de l'Europe depuis 1945, l'OTAN et l'UE. Bon, en fait, c'est essentiellement une reformulation. La formulation précédente était assez maladroite, le contenu ne changera pas beaucoup, mais la formulation est différente. La vraie nouveauté, c'est l'EQ 2.5, qui est nouvelle. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le format horaire a un petit peu augmenté, même sensiblement. Un cours sur les guerres mondiales, comparaison des 2 guerres mondiales, études transversales. Voilà, on essuiera les plâtres, on verra un petit peu comment on pourra organiser ce cours. Je pense qu'il y aura au moins 2 enseignants qui dialogueront en quelque sorte dans ce cours. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être laisser la parole à mes collègues, peut-être que Pierre a des choses à préciser ou ajouter. Merci Jean-François. Pourquoi pas, oui, quelques mots sur la partie qui est la mienne. Donc moi je suis professeur d'histoire contemporaine plutôt sur l'Asie-Pacifique en l'occurrence, c'est d'où effectivement l'introduction à la demande de Jean-François Murassiol de ce nouvel enseignement un petit peu élargi. Je faisais jusqu'à présent un petit séminaire d'une dizaine d'heures sur les conflits dans la péninsule indo-chinoise, dont je suis spécialiste. Là, on va élargir l'horizon à la fois chronologique et spatial à l'ensemble des conflits et des processus de paix, donc en Asie-Pacifique. Alors, j'insiste aussi sur le Pacifique, qui passe souvent à la trappe, parce que l'Asie-Pacifique, c'est l'Asie qui est tournée vers l'océan Pacifique, mais ça inclut aussi l'océan lui-même, et donc l'Océanie, comme on l'appelle chez nous, les territoires qui se situent au cœur de cet océan Pacifique et qui sont évidemment l'enjeu, la proie d'une convoitise de plus en plus importante aujourd'hui. Donc c'est un cours qui va débuter en gros de la guerre sino-japonaise de 1894-95 jusqu'à nos jours. J'y tiens, voilà, cette dimension aussi géopolitique très actuelle qui permet précisément, quand on a cette connaissance des périodes plus reculées. D'ailleurs, je ne m'interdirai pas non plus, si, avec la permission de Jean-François, de reculer encore plus les bornes chronologiques quand on étudie un petit peu les cultures stratégiques. Je pense que c'est très important
d'intégrer la longue durée. Et la longue durée, ça peut être jusqu'à l'Antiquité, effectivement, le petit clin d'œil à nos amis voisins modernistes, médiévistes et antiquisants, parce que voilà, c'est important parfois d'introduire un petit peu des éléments de longue durée pour comprendre l'actualité la plus brûlante. En l'occurrence, comme vous le savez, l'Asie est le théâtre de tensions de plus en plus fortes, notamment donc, maritimes, hein, dans la mer de Chine méridionale, par exemple. Et pour bien les comprendre, ces tensions, il est important d'avoir à l'esprit voilà, des conflits précédents qui nourrissent une mémoire, un antagonisme de mémoire qui est toujours à l'œuvre encore aujourd'hui. Donc voilà, sinon j'insisterai sur les archives aussi, puisque vous allez commencer une année de master et vous confronter à vos premiers mémoires de recherche. En attendant que vous alliez, j'espère un jour, travailler dans les archives en Asie, si c'est cette ère qui vous intéresse, eh bien, sachez que nous avons en France des archives extrêmement riches sur l'Asie-Pacifique, tant au ministère des Affaires étrangères qu'au ministère des Armées, aux ANOM, les archives nationales d'outre-mer, d'autres encore. Donc, on ne manque pas d'archives, on manque d'archivistes, mais on ne manque pas d'archives. Et vous aurez sans doute à cœur, comme tous les étudiants que je lance sur des mémoires de recherche, d'aller aussi fouiller les archives, même en période pandémique, c'est possible, même si c'est plus difficile. Voilà, donc ça c'est un point important. Il y a une note méthodologique qui circule, je ne sais pas si Fabrice Marty l'a mise en ligne sur le site, mais vous pourrez la consulter, en tout cas sous peu, j'imagine, pour vous donner un peu quelques indications précises sur la façon de présenter votre mémoire. Et puis bah voilà, hein, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette ère géographique en tout cas. Je crois qu'Odile Moreau est présente, si elle souhaite... Merci Pierre, pardon. Donc si Odile a quelque chose à ajouter. Oui, Sinon, bonjour. Écoutez, bonjour Odile. Bonjour Jean-François, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais on vous entend. Très bien. Oui, d'accord, très bien. Bien, mais écoutez, donc je juste ajouter donc un mot pour vous souligner justement le titre, l'intitulé donc de ce parcours, donc avec donc le pluriel là, qui montre bien là, les approches plurielles des questions d'histoire militaire et de défense. Donc vraiment, il y a énormément de possibilités, donc de sujets. Souvent, vous avez un petit peu des inquiétudes, mais en fait, c'est un petit peu à vous de nous faire des propositions. Donc, comme il a été souligné, la nouveauté pour l'an prochain, ça va être d'avoir plusieurs enseignements qui s'attachent aux aires culturelles. Et donc, ça répondait aussi à un besoin, à une demande donc, qui avait été exprimée par donc les étudiants des années précédentes. Donc, j'ajouterais juste un mot donc, concernant ce nouveau cours relatif à la géopolitique du monde arabo-musulman contemporain. Donc, ça concernera donc, le Moyen-Orient, mais pas que. Donc, monde musulman aussi donc avec des extensions, notamment en ce qui concerne les problématiques donc en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc ça peut être quand même extrêmement important pour appréhender donc, la pluralité d'enjeux et donc des formes de conflits qui ont besoin d'être recontextualisés justement et bon, j'aurais la même remarque à faire que donc, mon collègue Monsieur Journoux. Donc là aussi, on est très bien servi en France du point de vue donc, des archives, donc de vastes fonds d'archives en français, donc que ce soit donc, les archives de Vincennes, des affaires étrangères, aussi celles d'outre-mer. Donc vraiment une palette très large de sujets envisageables et donc éventuellement aussi avec des ressources donc, en ligne. Merci.
Quelques mots sur les conditions d'accès au calendrier de candidature, qui est lui aussi identique aux autres parcours. La formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires de diplômes sanctionnant les études de premier cycle, donc de licence 3 principalement. La capacité du parcours, la capacité d'accueil est de 40 étudiants. C'est une capacité qui est volontairement plus large pour ensuite permettre aux étudiants de se répartir sur les 2 autres parcours de M2, le parcours histoire militaire et études de défense et le parcours défense-sécurité, sur lequel nous allons dire quelques mots juste après. Les candidatures ouvriront le 21 avril sur la plateforme e-candidat. La fin des candidatures, je le rappelle, le 19 mai et le téléversement des pièces est possible jusqu'au 21 mai. La publication des résultats pour l'ensemble des parcours interviendra au plus tard le lundi 21 juin. Le rappel de l'adresse pour la plateforme de candidature. Pour le Master 2 également, donc la formation est ouverte aux étudiants déjà titulaires du Master 1, donc un accès de droit. Pour les autres étudiants qui voudraient candidater à la formation, vous pouvez candidater via la plateforme e-candidat. La capacité d'accueil est de 20 étudiants en Master 2 Histoire militaire études de défense. Le début des candidatures interviendra le mercredi 12 mai jusqu'au 10 juin et avec un téléversement des pièces possible jusqu'au 11 juin. La publication des résultats pour l'ensemble des Master 2 aura lieu au plus tard le jeudi 1er juillet. Quelques mots peut-être sur la poursuite d'études et les finalités professionnelles, M. Murassiol. Peut-être à la fin, quand on aura présenté le Master 2. À la fin, après DS, le Master 2. Peut-être faire une Donc, synthèse. on va présenter le parcours défense-sécurité. Oui. Quelques mots. Je reprends la parole, donc ok. Le master défense et sécurité donc est un master est un parcours particulier puisqu'il ne commence qu'en master 2. Il n'y a pas de master 1. Le master 1 en fait c'est le master HMED niveau 1. Le parcours HMED niveau 1. Peut-être petite parenthèse, je rappelle aux étudiants qui ne le sauraient pas que désormais depuis 2 ans, vous me corrigez, Monsieur Marty, si je me trompe sur les dates, mais le passage de première en deuxième année de master se fait de droit à la moyenne, c'est-à-dire exactement comme en licence. Hein. Vous avez 10 et vous passez. Voilà. Alors qu'auparavant, c'était un peu plus compliqué. Alors, il n'y a pas de changement. Il faut avoir M1, M2. Le passage entre le Master 1 et le Master 2 est soumis à la validation du Master 1. Le Master 1 est validé si les 2 semestres sont validés. Il faut avoir le minimum de 10 sur 20 à chacun des 2 semestres. Et en rappelant qu'il n'y a pas de compensation. Voilà, il n'y a pas de compensation entre le premier et le second semestre. Ce qui signifie que, et ça a une importance très grande, dans la mesure où, comme vous le voyez sur les maquettes, au Master 2, il n'y a pratiquement que le mémoire. Hein, ça, je crois que c'est 25 ECTS sur 30 en première année, quelque chose comme ça. Donc si vous ne, pour X raisons, vous ne remettez pas votre mémoire, ou si il s'avère, c'est très rare, mais ça peut survenir que le jury vous accorde une note inférieure à la moyenne, eh bien, vous n'avez pas votre année. Hein, donc, vous perdez le semestre et donc l'année. Hein, voilà. Bon. Et pour le reste, ce sont les conditions qui prévalent en licence, sauf pour le Master DS. Et pour 2 raisons. Là, l'accès est plus compliqué. Bon, premièrement, c'est un parcours qui commence en 2e année. Donc, en première année, vous faites HMED 1. Et deuxièmement, il y a un nombre de places limité, hein, donc à 20. Voilà. Alors, c'est un master qui se singularise. C'est un parcours, pardon. Hein, je fais ce lapsus constamment, pardon. Parcours. C'est un parcours qui se singularise également par le fait que la moitié. Alors, premier semestre, enseignement. 2e semestre, stage et non pas mémoire. J'y reviens dans quelques instants. Mais au premier semestre, il y a déjà une singularité par le fait que les enseignements sont clairement divisés en 2. Vous avez une UE1 qui s'appelle Savoir de la sécurité, où vous allez avoir des enseignements, je dirais, classiques, et qui sont géopolitique de la mondialisation, géopolitique régionale, études de la sécurité en France aujourd'hui, etc. Et des enseignements qui sont, pour la plupart, donnés par les collègues historiens de l'Université Montpellier 3, Paul Valéry. Voilà. Une nouveauté ici, c'est l'introduction d'un cours sur le terrorisme. Alors, nous l'avons maquetté, je veux dire par là que nous l'avons inscrit dans la maquette. Nous cherchons toujours un enseignant pour le faire. Je ne peux pas vous garantir à 100% qu'il ouvrira dès le mois de septembre 2021, ce sera peut-être 2022. J'ai bon espoir quand même, hein, donc voilà, je ne vais pas vous vendre du vent, mais il y a encore un petit doute là-dessus. Hein. Donc ça, c'est la nouveauté principale de la maquette
outre la montée en puissance, puisqu'on est passé de 260 à 325 heures. Donc, UE1, savoir de la sécurité, vous retrouverez les historiens, les enseignants que vous avez parfois depuis la licence dans cette UE qui représente 130, donc moins de la moitié des enseignements du premier semestre. Et au deuxième semestre, la singularité de ce master, qui était auparavant un master professionnalisant, pratique de la sécurité, donc 160 heures, la majorité des heures, ce sont des non-historiens, alors souvent des professionnels. Par exemple, dans les Q2.1, la sécurité intérieure, ce sont des gendarmes. Nous avons signé une convention avec la gendarmerie nationale, donc des officiers de la gendarmerie qui viennent vous présenter différentes problématiques, une trentaine d'heures, 30 heures, différentes problématiques autour de la sécurité intérieure et particulièrement vues sous l'œil gendarmesque, en quelque sorte. Voilà. De même, vous avez beaucoup d'enseignants, d'officiers de l'école des commissaires de Salon de Provence qui donnent une série de cours. Donc tous les cours, là, dans l'UE2 du premier semestre, sont donnés soit par des professeurs par l'Université de Montpellier, des professeurs de droit, des professeurs d'économie, vous voyez, droit de la défense, économie et administration de la défense, ce sont donc des formations très techniques et très spécifiques, données par des spécialistes, par des collègues donc de juristes et économistes de la maison d'en face, de l'Université de Montpellier, ou bien par des officiers, particulièrement dans les cours sécurité intérieure et économie et administration de la défense. Autre particularité, une simulation de crise, un jeu de rôle, qui est assuré par une association qui a donné toute satisfaction. Ça fait quoi, 2 ans maintenant que Monsieur Marty, ou 3 déjà que nous travaillons avec eux? 2 ans, ça sera la 3e année. 2 ans, c'est ça. Nous venons de... Voilà, ça fait 2 ans. C'est la 3e année. Nous venons tout juste de reconduire le contrat, donc nous sommes très contents, les étudiants aussi. C'est très original. Alors, je ne peux pas encore vous donner le programme, il change chaque année, ceux qui l'organisent, mais ça tourne autour. Donc, c'est un jeu de rôle, on vous met en situation, le Conseil de sécurité de l'ONU, le Parlement européen, la Commission européenne, et chacun joue un rôle. Si c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, voilà, vous êtes qui, l'ambassadeur de Chine, l'autre l'ambassadeur du Royaume-Uni. Et une crise survient et voilà, vous avez une journée entière, on se réunit autour d'une table, on joue le jeu, voilà, avec tout le rituel de ce type d'organisation, et à vous de trouver une solution commune. Bon, voilà, ça plaît beaucoup, c'est le genre de choses qui plaît toujours plus que les cours traditionnels. Donc ça, c'est le premier semestre. Donc vous voyez, avec une forte spécificité, donc une majorité d'enseignements donnés par des personnes, j'emploie ce terme vague volontairement, qui ne sont pas des historiens de Montpellier 3. Et au deuxième semestre, alors on aura l'occasion d'y revenir, je l'indique juste, comment dire, dans les grandes lignes pour l'instant, j'aurai l'occasion d'y revenir, plutôt nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la réunion d'information de rentrée, donc un stage, donc pas de mémoire, mais un stage d'une durée d'au moins 3 mois, enfin un ou plusieurs stages, mais pour une durée totale d'au moins 3 mois, notez bien ça. Alors cette année, avec le Covid, nous avons assoupli un peu les règles, mais je touche du bois, j'ai bon espoir que l'an prochain, nous ayons une année normale. Donc, bon, ça peut être un stage de 3 mois, mais ça peut être un stage de 4 mois, ça peut être 2 stages de 2 mois, ça peut être 2 stages d'1 mois et demi. En tout cas, il faut une durée minimale de 3 mois cumulés. Dans n'importe quel type d'organisme lié à la sécurité. Sécurité intérieure, sécurité extérieure, sécurité sanitaire, sécurité tout type. Voilà. Ça peut être des entreprises, ça peut être des administrations, ça peut être l'armée, ça peut être des ONG, ça peut être une organisation internationale, ça peut être une ambassade de France hors de France, enfin ce que vous voulez, du moment qu'il y a un rapport avec la sécurité. On aura l'occasion de vous en reparler. Et ce stage est validé par quoi? Il est validé par la rédaction d'un rapport qui n'est pas un mémoire de recherche. C'est très court, c'est une vingtaine de pages qui fait le bilan de votre stage, validé également par une lettre d'appréciation par votre tuteur, qui vous a encadré durant le stage, et par une petite soutenance qui dure une demi-heure, et durant laquelle vous présentez le rapport, votre stage. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait spécifique. Et j'insiste sur l'importance du stage. Quand on voit un petit peu le parcours de nos étudiants après ce parcours DS,
on voit que le taux d'insertion est très très fort, hein, donc ça marche vraiment très très bien. Et le stage, je dirais, dans au moins la moitié des cas, a été décisif dans, mais c'est vrai, je dirais, sur l'ensemble du marché du travail, hein. Le stage a été, au moins pour la moitié des cas, décisif dans je dirais, dans l'insertion professionnelle qui suit. Voilà, donc c'est très important. Il y a, je l'ai dit, une part de chance, hein. Il y a des gens qui trouvent des stages très vite, d'autres moins vite. Il y a une part de relationnel aussi. On va pas se mentir, hein, si votre tonton est le PDG de Dassault, ça aide beaucoup, hein, pour trouver un stage chez Dassault, mais enfin, c'est plutôt rare. Voilà, donc c'est vraiment le caractère le plus original. On vous proposera également au second semestre de participer à, comment dire, à la formation que propose l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Ça dure 3 jours, ça se passe à Paris. Voilà, alors bon, c'est tout à fait facultatif, si vous voulez le faire, vous le faites. Moi, je vous incite vraiment à le faire. Alors c'est vrai qu'il y a un petit sacrifice financier, il faut payer le voyage, et il faut se payer 3 jours d'hébergement à Paris. On n'a pas tous de la famille là-bas. Nous faisons un petit effort financier à la hauteur de nos maigres moyens. Nous payons l'inscription, qui est de l'ordre de 70 €, mais c'est vraiment très formateur. C'est très, très formateur, et surtout, au-delà de la qualité des cours, qui est vraiment très, très bonne, ce sont vraiment des gens de très très haut niveau, hein, participent à cela, des ministres, enfin voilà, c'est surtout du relationnel, hein, voilà, vous croisez dans la salle aussi bien, enfin, toutes sortes de personnes qui peuvent voilà, vous intéresser très fortement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne saurais trop vous encourager à suivre donc le stage de l'IHEDN, qui a lieu, alors c'est très compliqué, il change tout le temps, mais c'est entre février et mars en gros, hein, voilà, et ça se passera à Paris. Alors là, avec le Covid, ça a été totalement bouleversé ces 2 dernières années, 2020 et 2021, mais là encore, j'ose espérer que l'an prochain, ça se passe de façon normale. J'ai dû oublier au moins une quarantaine de choses, mais je pense que M. Martin me corrigera. Si mes collègues veulent ajouter quelque chose, Odile, Pierre, sur le Master DS. Le parcours DS, pardon, encore une fois, parcours DS. Le master, c'est le master histoire. Pas spécialement. Écoute, moi j'avais l'habitude de faire un petit séminaire sur l'histoire des terrorismes. On pourra rediscuter effectivement de la nouvelle configuration On va monter en puissance. de ce cours, voilà. Sinon, je me rends compte que j'ai oublié aussi de préciser pour ceux qui sont intéressés par l'ère asiatique, on a 2 DU de langue, culture, histoire et autres, consacrés, l'un au Japon, l'autre au Vietnam. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, il y a la possibilité de compléter votre formation de master par une inscription à peu près équivalente, Monsieur Marty, hein, je crois que c'est à peu près 400 €. Si vous êtes en double inscription donc, dans ces DU, diplôme universitaire. Voilà. Un mot peut-être sur les débouchés, et puis on aura... Alors un mot sur les conditions d'accès. Donc le master histoire, y aller, c'est bon, défense, sécurité, ah oui, pardon, est une formation dite suspendue. Elle est ouverte uniquement en master 2. Donc la candidature est obligatoire pour tous les étudiants, qu'ils soient titulaires du diplôme de master 1 histoire, parcours histoire militaire, études de défense, ou d'un autre diplôme de niveau national équivalent à un bac plus 4, vous devez candidater. La capacité d'accueil de la formation est à 20 étudiants. Le début des candidatures est prévu pour le 12 mai, la fin des candidatures au 10 juin. Vous pourrez téléverser vos pièces sur l'application e-candidat jusqu'au 11 juin, et la publication des résultats est prévue, elle, au plus tard le 1er juillet. Le lien pour la candidature et quelques mots sur la poursuite d'études et les finalités professionnelles. Bon, je serai rapide, pardonnez-moi de tenir encore la parole. Alors, d'abord, je confirme tout à fait ce que mes collègues ont dit précédemment. Effectivement, vous pouvez tout à fait passer les concours de l'enseignement. Et c'est vrai, c'est un paradoxe, mais c'est vrai, le taux de réussite est meilleur après un master qu'après une simple préparation par le master 9. Donc, ce débouché traditionnel, vous le retrouvez ici. Peut-être d'autres, et également les concours de la fonction publique en général, hein, au-delà de l'enseignement, mais avec aussi d'autres débouchés plus spécifiques. Chaque année, sur une vingtaine d'étudiants qui suivent la formation, le parcours DS, il y en a pratiquement entre le quart et la moitié, ça dépend des années, qui préparent les concours d'officiers.
il y a deux grands types de concours, hein, sans rentrer dans le détail, les concours d'officiers sur titre et d'officiers sous contrat, hein, c'est un petit peu différent. La seconde catégorie est plus précaire, hein, que la première. L'accès est un peu plus facile, mais la situation est plus précaire. Ce sont des contrats plus courts de 4 à 5 ans, alors qu'officier sur titre, vous êtes fonctionnaire en quelque sorte, comme si vous étiez passé par Saint-Cyr ou par l'école navale. Voilà, donc nous avons entre le quart et la moitié des étudiants ou des étudiantes qui préparent ces concours et avec des réussites qui sont tout à fait honorables. Armée, gendarmerie. Bon. Autre branche, c'est l'immense domaine des métiers de la sécurité, qui ne cesse de... Alors, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut vraiment s'en réjouir, c'est aussi le signe d'une société un peu malade, mais les métiers de la sécurité sont en plein boom depuis une quinzaine d'années, c'est extrêmement varié, dans des sociétés, dans des entreprises privées, il n'y a plus une seule entreprise, même de taille moyenne maintenant, qui n'est pas un département sécurité, intelligence économique ou autre, voilà. Il y a beaucoup d'embauches dans ces entreprises et on cherche des profils universitaires, sachez-le. Voilà. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités locales qui ont elles aussi développé ce type de cellules, ça peut être des organismes de recherche, ça peut être des ONG, ça peut être des organisations internationales, enfin vraiment c'est extrêmement large et il y a beaucoup d'embauches. Je précise que pratiquement, allez, dans 4 cas sur 5, l'usage de l'anglais, d'un bon niveau d'anglais, c'est-à-dire lu, écrit, parlé, on ne vous demandera pas de faire une conférence sur Shakespeare, mais un bon niveau d'anglais dans ces métiers est souhaitable. Donc si vous êtes en L3, si votre niveau d'anglais est médiocre, bossez, quoi, voilà. Hein, donc encore 2 ans, mais c'est devenu, je dirais, vraiment, et spécifiquement dans ces métiers-là, une condition quasi indispensable. Je vous rappelle que la France est revenue dans l'OTAN en 2009. La langue de travail de l'armée française, c'est l'anglais. Voilà, hein, tout officier parle anglais. Hein. Donc bon, je vous le dis, puisque il vous reste du temps, on peut apprendre une langue en 2 ans. Le mieux d'ailleurs, c'est d'aller dans le pays. Hein, donc on peut aussi voyager pendant ses études, si les frontières sont ouvertes, mais voilà, je tenais à vous le dire, c'est très important, et donc préparez cela. Et puis, après, mais je crois que je l'ai dit déjà, les concours de la fonction publique, et éventuellement la recherche. On peut aussi s'engager dans des recherches, dans des études doctorales, post-master, dans le domaine de la sécurité, et qui peuvent déboucher là aussi sur des emplois par des organismes de recherche, par des organisations internationales diverses et variées. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel très vite et de façon très générale et très floue. Mais vous avez aussi des organismes qui font un peu fantasmer, comme la DGSE ou la DRM, mais qui effectivement embauchent pas mal. Alors sous forme de contrat, hein, de 4-5 ans, donc le bureau des légendes en quelque sorte, nous casons chaque année entre 1 et 2 étudiants vers ces organismes, dans ces organismes, pour des contrats de 4-5 ans, mais en général après, si vous êtes un peu malin ou maline, vous faites votre chemin, et ils sont à la recherche de profils universitaires. Alors si possible, avec une compétence particulière, si vous parlez par exemple le serbe ou le croate, ou telle langue asiatique, c'est plus facile, mais ils cherchent des profils de type universitaire, donc les débouchés existent, hein, à partir du Master 2, voire au-delà, et je le répète, avec une maîtrise de l'anglais correcte. Voilà. Si mes collègues veulent ajouter un mot, ou s'il y a des questions, écoutez, nous sommes à votre disposition pour l'ensemble des 4 parcours pour y répondre. Juste un mot, Jean-Philippe, parce que je me suis senti un petit peu visé. Dans le ministère des Armées aujourd'hui, il y a de nombreux postes de civils qui sont peu connus. Et parmi eux, des postes ouverts à des profils historiens, politistes, etc. Donc sachez-le, parce que ce ne sont pas des postes auxquels on songe spontanément. Jean-François Murassiol évoquait les concours pour être officier, entrer dans les services de renseignement, etc. Donc voilà, ça c'est assez classique, mais il y a aussi des postes de civils, de chercheurs, d'analystes qui requièrent un doctorat, par exemple, un Master 2 au minimum, et a fortiori donc un doctorat en histoire, en sciences politiques, etc., en géopolitique. Donc voilà, beaucoup de belles, pour avoir passé 10 ans au ministère de la Défense, voilà, je confirme que c'est une expérience très, très enrichissante.
À l'écran, Tout à à fait, nouveau, c'est vrai. vous avez nos coordonnées. Et je vous rappelle les différents sites internet de l'université, de l'UFR3 et le site internet des formations de l'UFR3. Le chat est ouvert. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser la visio, votre son, pour poser des questions. Nous sommes tous réunis, ce qui est rare d'ailleurs. Merci à tous d'être présents. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions en particulier. Apparemment, nous n'avons pas été flous, M. Murassiol, mais assez limpide, puisqu'il n'y a pas de questions. Michel Fourcade nous a Tant rejoint. mieux. Je ne sais pas si Michel, tu veux intervenir. Michel Fourcade qui intervient dans le parcours Société, Culture, Religion. Sur fond de bibliothèque bien nourrie. Un fond d'écran, c'est peut-être pas une vraie. C'est Marty, d'ailleurs, à ce sujet, la pelouse est bien verte. Oui, vous avez vu. Aucune question de la part des étudiants. Vous avez le droit d'écrire aussi. Hein. Vous avez le droit d'utiliser le chat sans problème. Vous pouvez poser les questions, je les relayerai. Autant parler, hein. C'est plus simple. Autant parler aussi. Mais ce n'est pas toujours possible. Oui, bonjour. Bravo. Bonjour. C'était pour le master Histoire militaire et études de défense en première année. Je me demandais si, je sais pas, qu'il y a un profil type. Enfin, qu'attendez-vous plutôt pour dans la lettre de motivation, s'il y a quelque chose ou quoi. C'est pas de correspondre à un profil type, mais je vais faire poser la question. Il n'y a pas de profil type. Alors, je voudrais d'abord tout à fait appuyer ce qu'a dit Pierre-Yves Lacour. Ne nous envoyez pas de lettres de recommandation, c'est insupportable. Voilà, ça ne sert à rien. Il a parfaitement raison. Et surtout, évitez de me demander à moi une lettre de recommandation, puisque je dirige la commission, donc je ne vais pas m'écrire à moi-même. Vous voyez, ce serait un petit peu ridicule. Voilà. Donc, j'ai vraiment du mal à répondre à votre question. Il n'y a aucun parcours type, aucun profil type de quelque chose que ce soit. Si cela dit, comme l'a dit, je crois que c'était Pierre-Yves Lacour, si vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire, la première année est forcément une année de recherche, quel que soit le parcours que vous choisirez en deuxième année. Donc si déjà vous avez une petite idée sur un sujet, sur un fonds d'archives, sur une problématique, pourquoi pas même sur un enseignant, c'est un plus. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de profil type. Enfin, je ne sais pas ce que mes collègues en pensent. Hein. Il n'y a pas de profil. Nous prenons tout type de profil. D'accord. Merci. Voilà. Je devrais répondre de façon floue, mais je ne peux pas faire autrement. Oui, non, ouais, je comprends. Alors, merci à Cédric pour son intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Je laisse encore 1 ou 2 minutes, sinon nous allons clore la réunion. De toute façon, nous demeurons joignables par les adresses mail qu'on vous a données. Hein. Donc, voilà, vous avez le temps d'affiner vos questions, de les préciser. Pas de questions. Je vais donc remercier l'ensemble des participants. N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci à vous. Et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Jean-François.